Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission sur l'endométriose, première d'une série de 4. 4 émissions sur l'endométriose, c'est la volonté de la Fondation pour l'endométriose, la volonté également de ses partenaires, en particulier GE Healthcare. Ce premier numéro s'adresse à tous les professionnels de santé. Il y aura donc un partage de savoir, partage de bonnes pratiques, partage également sur des points de vigilance. Et sur ce plateau que vous découvrez au fur et à mesure, eh bien, se trouvent des professionnels de santé, mais plus particulièrement des expertes, des experts, des spécialistes. Vous aurez donc, par exemple, gynécologue médical, gynécologue, chirurgien, chirurgienne. Vous aurez également une généraliste, une radiologue. Vous aurez aussi une sage-femme. Colline Cortichiato, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes généraliste à Issy-les-Moulineaux, en Île-de-France. De votre point de vue, quels sont les professionnels qui sont susceptibles d'entendre pour la première fois la plainte d'une femme qui potentiellement peut devenir une patiente? Alors la réponse est très large puisque ça peut concerner toutes les personnes à qui une femme va exprimer une plainte, des douleurs, dont effectivement des douleurs pendant les règles. Donc ça va concerner vraiment tout professionnel, mais toute personne aussi à qui la femme va pouvoir exprimer ses douleurs. Donc ça peut être le pharmacien, mais ça peut être une infirmière scolaire, et ça peut être aussi un directeur d'établissement scolaire, voilà, quelle que soit la personne. Donc pas seulement des professionnels de santé en réalité. Exactement. Et à votre avis, toutes ces personnes sont-elles plus ou moins bien informées de l'endométriose ? Alors c'est une très bonne question. C'est bien pour ça que nous sommes là ce soir. Ah bah écoutez, et donc, on voit le quiz. On va voir le quiz ensemble. Reprenons, si vous le voulez bien, les questions ensemble. Alors, et on va voir les résultats. Première question, c'était la suivante. Connaissez-vous l'endométriose et ses conséquences? Résultat, oui à 61%. Donc, connaissez-vous l'endométriose et ses conséquences? Oui à 61%. Ce qui signifie que 39% parmi vous disent pas bien ou pas du tout. Est-ce que ce résultat déjà vous étonne, Colline? Alors, je ne de votre point de vue, oui, de votre après, point de vue. Ça va dépendre des personnes qui assistent à cette émission aussi, et en fonction des compétences de chacun. Mais donc, effectivement, déjà, voilà, si 100% savaient, on ne serait pas là ce soir. Évidemment. Merci beaucoup. Êtes-vous confronté à des patientes souffrant ou suspectées d'avoir l'endométriose? Réponse: 49%, souvent une personne sur 2. Alors si on connecte cette deuxième réponse à la première, c'est-à-dire je sais ou je ne sais pas bien, ça c'est à peu près pour 40%, on commence à voir qu'effectivement il y a du travail. Troisième question. J'ai les informations pour répondre à leurs questions et les accompagner. Réponse: 71% partiellement, ça veut dire encore là, 30% sont dans la nécessité d'augmenter les connaissances et les pratiques. Et enfin, dernière question, je sais vers qui les orienter? Réponse. Et là, 67% oui, ça veut donc dire qu'au total, vraiment, cette émission, voyez-vous, et la présence de spécialistes à vos côtés est pour beaucoup d'entre vous nécessaire, soit pour bien consolider les connaissances, soit pour augmenter l'ensemble de celles-ci, ainsi que les bonnes pratiques. Si vous le voulez bien, allons-y. Nous aurons 3 tableaux dans cette émission. Le premier tableau, tout simplement, il pose la question suivante. Comment commence l'histoire d'une patiente? Quelle est cette première consultation? Deuxième grand tableau, ce sera la deuxième consultation, où ici, nous sommes en recherche d'un diagnostic confirmé ou infirmé. Et puis enfin, le troisième tableau, comment peut-on suivre la patiente? Comment peut-on suivre la pathologie sur la durée? Première partie, si vous le voulez bien. Colline Cortichiato, donc vous êtes généraliste, et voici donc qu'une jeune femme pousse la porte de votre cabinet. Elle pourrait être d'ailleurs celle-ci, 18 ans, nous allons l'entendre, je vous demanderai votre réaction juste après. Alors bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 18 ans. On va parler un petit peu de mon parcours. Donc ça a débuté au début des règles. Donc j'avais des douleurs largement insupportables et au fur et à mesure du temps, c'était devenu insupportable. Donc j'ai fait de nombreux rendez-vous médicaux avec tous les spécialistes qui existent, on va dire. Au début, qui ne comprenaient pas, qui nous disaient que c'était dans la tête, que ça n'existait pas. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il ne fallait pas les écouter, qu'il fallait continuer à chercher et à
à se battre. Malgré ça, ça a créé du harcèlement scolaire au lycée vu que j'ai loupé de nombreux jours et que je suis quasiment pas souvent du tout là. Donc j'ai dû changer d'établissement, prendre un appartement toute seule et être loin de mes parents. Donc je suis quand même pas au lycée, mais j'essaye d'avoir un minimum de suivi scolaire pour les études. J'ai fait de nombreux examens, même plus je les compte, ça sert à rien. Et voilà, on continue. Et les douleurs que tu décris Les douleurs, oui, c'est comme des contractions au niveau du bas du ventre et ça prend des fois dans le dos, dans les jambes, c'est fatigant. Et ça diffuse dans les autres organes aussi ? Oui. Dans la vessie, j'ai du mal à aller aux toilettes, du mal à faire pipi, ça crée des douleurs. Et du coup, l'absentéisme scolaire, il est quand même... Important. Et ça fait combien de temps ? Ça fait 4 ans que c'est comme ça. 4 ans que c'est comme ça. Ok, merci. Colline, cette jeune femme est dans votre cabinet, elle est juste en face de vous. Comment commence votre consultation, vos questions, votre écoute ? Alors justement, la consultation commence par l'écoute. Je pense que c'est le plus important dans une consultation, surtout la première, de vraiment écouter tout ce que la patiente a à dire et de croire sur parole ce qu'elle nous dit surtout, et c'est de prendre pour acquis tout ce qu'elle va nous confier, donc effectivement surtout au niveau de la douleur, pour justement comme pour Laurie, malheureusement déjà d'éviter de dire que c'est dans la tête. Ça, c'est le message le plus important, c'est que toute femme ne devrait pas entendre ce genre de réflexion. Et ensuite, surtout, d'éviter l'errance, puisque là, effectivement, elle dit que ça fait longtemps qu'elle essaye de trouver une solution. Donc, c'est vraiment l'écoute le plus important, et donc, effectivement, centré sur la douleur. Ensuite, au niveau donc, de l'interrogatoire, on va... en tout cas, pour ma part, c'est d'essayer d'aller plus dans le mode de vie, l'entourage, de voir justement le retentissement, comme pour Laurie, de voir quel est le retentissement dans sa vie, sa qualité de vie. L'entourage pour voir si, effectivement, elle a un soutien extérieure et pas que nos professionnels pour l'aider, mais savoir autour d'elle comment elle est soutenue. Et ensuite, donc, les antécédents, donc comme une consultation médecine générale pour effectivement ensuite pouvoir décider de thérapeutiques adaptées à chaque patiente. La géographie et l'histoire de la patiente. À un moment donné, éventuellement, vous allez évoquer la maladie, vous allez évoquer l'endométriose, vous allez rien que prononcer le mot. Y a-t-il là une façon d'aborder cette thématique en faisant en sorte que ce soit le moins dramatique possible ? Alors, déjà, l'information va s'adapter à chaque patiente. Donc, suite à cette écoute, l'interrogatoire, on va s'appuyer déjà sur les plaintes de la patiente pour essayer déjà de rebondir sur ses inquiétudes à elle, pour essayer de la rassurer. Déjà de dire qu'effectivement, chaque patiente est unique et donc, de toute façon, on va pouvoir adapter une prise en charge, qu'il y a des solutions. C'est surtout, le message, c'est de dire qu'il y a une solution pour chaque patiente, de centrer plutôt sur la douleur. Avant de parler de l'endométriose, c'est vraiment de s'occuper déjà de la douleur. Pour moi, c'est le message. Et après, vraiment, de rester optimiste en disant qu'on peut s'adapter à chaque patiente. Et une petite juste particularité peut-être pour les ados, en particulier, de vraiment aussi informer les parents pour être sûr justement de cet entourage bienveillant, que les plaintes des patientes soient entendues, prises en compte, mais par l'entourage aussi. Et surtout de rassurer aussi les parents qu'il n'y ait pas une inquiétude supplémentaire autour d'elles. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Anne Thomas, vous êtes gynécologue, obstétricienne, chirurgienne également. Voici donc la patiente qui est dans votre cabinet. On vient d'entendre déjà le témoignage d'une généraliste, mais j'imagine qu'il faut au moins maintenant commencer à s'inquiéter des symptômes de la maladie. Quels sont ces symptômes ? Bonjour. Les symptômes, effectivement, nous allons longuement en parler. Avant tout, essentiellement, le symptôme évocateur de l'endométriose qui va tous et toutes nous interpeller, ce sont les douleurs de règles, les dysménorrhées, et c'est pas tout à fait binaire. On va essayer de les apprécier au mieux, les caractériser, savoir si elles sont parues dès le plus jeune âge, dès les premières règles, ou si l'intensité est allée crescendo. Première chose, essayer de caractériser au mieux l'intensité à l'aide d'échelles numériques, de savoir quels traitements ont été entrepris. On va poser la question des associations, des molécules, des posologies, et si ça a été efficace ou pas, en fait, essentiellement. Et puis le retentissement de ces douleurs sur la vie, sur le quotidien. Chez les jeunes filles, ça va être effectivement typiquement
le retentissement sur l'absentéisme scolaire, qui est souvent décrit, qui est régulier, l'absentéisme professionnel, et peuvent s'associer également plein d'autres symptômes somatiques tels que des céphalées, des diarrhées, des vomissements, une grande fatigue au moment de ces douleurs. Ça, c'est vraiment la première chose. Il y a également d'autres symptômes, donc tout ça, ça va avoir un impact sur la qualité de vie, effectivement, qu'il va falloir apprécier. Et puis, il y a les symptômes, ce qu'on appelle des signes localisateurs d'endométriose, que sont les douleurs lors des rapports ou juste après les douleurs, ou juste après les rapports, qui peuvent persister quelques heures. Il y a également, donc voilà, apprécier dans quelles circonstances ça arrive, les douleurs à la miction, les douleurs digestives qui vont vraiment survenir, être aggravées au moment des règles, et tous ces symptômes-là, il va falloir les caractériser au mieux, les diarrhées, les vomissements, voilà. Il va pas falloir également oublier de parler de la fertilité, puisque la fertilité est souvent rencontrée en cas de suspicion, les problèmes de fertilité, en cas de suspicion d'endométriose et vice-versa. Et donc, si c'est pas forcément le motif initial de la consultation, il va vraiment falloir l'aborder assez rapidement, je pense. Puis j'imagine qu'à un moment donné, vous aussi, vous allez prononcer le mot d'endométriose. Quelle est l'attitude, quel est le ton juste pour évoquer la maladie ? Oui, effectivement, on va rapidement parler d'endométriose. Alors, personnellement, je m'appuie toujours sur un schéma pour expliquer l'endométriose, ce que c'est, son histoire naturelle, les différentes formes d'endométriose et les différents symptômes qui soient présents ou pas dans la situation. Et c'est vrai que ce schéma, c'est très utile, je trouve, pour expliquer que cette maladie est fréquente. On va également aborder souvent, en essayant d'avoir le plus de tact possible, la question de la fertilité. Voilà, essentiellement. Et puis, essentiellement cela, déjà, dans un premier temps. Ensuite, on va parler des différentes alternatives en termes de traitement. Parce que même si on est dans une première démarche de traitement entrepris, les gens ont besoin de se projeter dans les différentes autre étape, en cas d'échec des premières thérapeutiques conduites. Et puis, je vais souvent proposer de les revoir rapidement après cette première consultation, parce qu'à l'issue de la consultation, souvent, il y a tout un tas de questions. Voilà. Je leur parle également des associations de patientes qui ont de l'endométriose, parce que je pense que c'est une prise en charge collégiale sur laquelle nous allons revenir. Merci beaucoup. On progresse donc dans le suivi de la patiente. Christine Lévesque, merci beaucoup d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes gynécologue obstétricienne, vous êtes chirurgienne, Centre L'Avancée. Dans ce que l'on vient d'entendre sur les 2 premiers témoignages de vos consoeurs, ce qui frappe, c'est la violence de la douleur. Alors, faut-il attendre ici un diagnostic précis pour s'y attaquer ? Donc, non, il n'y a pas besoin de faire le diagnostic d'endométriose pour prendre en charge cette douleur pelvienne, puisque la douleur pelvienne, le traitement va être le même qu'il y ait ou non de l'endométriose. Surtout que le fait de retarder cette prise en charge de la douleur va induire des mécanismes qu'on appelle d'hypersensibilisation centrale pelvienne, qui sont liés en fait à des diminutions du seuil de la sensibilité au niveau cérébral, donc liés à 2 mécanismes. En fait, un premier mécanisme qui est un phénomène de douleur chronique répétée, comme les règles douloureuses, avec des phénomènes de mémorisation, donc qui vont induire une diminution du seuil. Et il y a un autre phénomène qui est quand la douleur persiste, on a toujours un phénomène de diffusion en nappe d'huile, un peu de la douleur autour de la zone lésionnelle. Et dans l'endométriose, les zones lésionnelles qui sont autour, ça va être la vessie, ça va être le nerf, ça va être le muscle, ça va être l'intestin. Et donc ça va induire donc, ces phénomènes, des symptômes qui peuvent être parfois discordants avec la clinique et l'imagerie. On peut évaluer ces phénomènes d'hypersensibilisation par des critères convergence PP. Donc ça, c'est très important de les utiliser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de dépistage de l'endométriose. Est-ce qu'il n'y a pas une importance à faire d'abord un dépistage de la douleur pelvienne chronique et chez cette population ciblée, de faire un diagnostic précoce de l'endométriose pour justement éviter d'arriver à des situations comme l'ORI et dans des situations complexes de ces phénomènes. Et dans le traitement de la douleur, est-ce que tous les antidouleurs se valent ?
Alors, la prise en charge de la douleur pelvienne chronique dans l'endométriose et même ailleurs, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, intégrative et holistique, c'est-à-dire qu'elle est adaptée à chaque patiente. D'où la nécessité de faire une cartographie très précise des zones douloureuses, de connaître la personne qu'on a en face de nous, son environnement, sa vie, son contexte. Et de là, on va partir, donc on va proposer un traitement à la fois cognitivo-comportemental et médico-chirurgical. Donc, les traitements de première intention, ils peuvent être réalisés très rapidement et aussi bien par les médecins généralistes que les gynécologues, etc. Et donc, le traitement hormonal va faire partie des traitements de première intention pour induire une aménorrhée et donc diminuer justement cet influx de douleur au cerveau. On va utiliser les traitements antalgiques, les paliers 1, les paliers 2. Bien sûr, on va éviter d'utiliser de la morphine parce que ça va aggraver ces phénomènes. On va pouvoir utiliser, si on a des notions de sensibilisation comme ça, comme j'ai décrit tout à l'heure, des thérapeutiques comme des antidépresseurs ou des antiépileptiques. Et puis après, en fonction de la cartographie des zones douloureuses données, on va introduire de la kinésithérapie en relâchement. Des prises en charge alimentaires si on a des côlons irritables. On va pouvoir aussi demander traiter les traumas donc par différentes alternatives, de l'MDR, une prise en charge psychologique, d'autres alternatives. Donc c'est vrai que l'explication de ces informations, elles sont très importantes au cours de cette consultation parce que en fait, il faut motiver nos patientes au changement. Il faut qu'elles comprennent les raisons de la mise en place et c'est comme ça qu'elles vont mieux adhérer à la prise en charge. Est-ce que vous prenez en considération la pilule contraceptive ? Alors oui, la pilule contraceptive, elle a une grande place quand même dans le traitement médical de la douleur. Parce que du coup, de les mettre en aménorrhée, donc l'absence de règles, comme je disais tout à l'heure, diminue une notion de douleur qui est renvoyée. Et puis, le fait d'avoir une absence d'hémorragie répétée et d'inflammation peut limiter l'évolution de la maladie. De votre point de vue également, est-ce que la patiente peut faire appel à ce qu'on appelle les médecines parallèles ? Alors, les médecines parallèles, les thérapies complémentaires sont des éléments importants. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle de la médecine intégrative. Cette médecine intégrative, on a déjà des cohortes observationnelles qui ont été validées en retrouvant un impact positif sur la qualité de vie des patientes atteintes de douleurs pelviennes chroniques. Et d'ailleurs, ça a même fait l'objet de recommandations et de guidelines au Canada et aux États-Unis. Aujourd'hui, nous, en France, on est un petit peu en retard. Mais en oncologie, eux, ils ont déjà montré que la prise en charge en médecine intégrative avec l'utilisation de ces thérapies complémentaires vont améliorer le pronostic de survie des patients. Imaginons que la douleur ne soit pas bien prise en charge. Quelles conséquences ? Alors, la non prise en charge de cette douleur, elle est double, à la fois pour le patient, donc c'est-à-dire ça va induire donc une invalidité professionnelle, donc parfois du stress, des dépressions, et puis aussi sur l'entourage, un gros impact émotionnel, et puis aussi en termes de santé publique, c'est-à-dire qu'on entend il y a un gros nomadisme médical, une multiplicité des examens d'imagerie, et donc un coût en santé publique qui est quand même très important. Merci beaucoup. Poursuivons, si vous le voulez bien. Anne Thomas, on poursuit avec vous. Vous avez prescrit tout le nécessaire, tout l'arsenal antidouleur. Ensuite, comment allez-vous orienter la patiente ? Parce qu'on est quand même en recherche d'un diagnostic. Oui, entendu. Effectivement, si les douleurs initialement ont été traitées, si ce sont des dysménorrhées qui ont été traitées par les alternatives en première intention, que la situation est relativement contrôlée, l'examen, la première étape, ça va être l'échographie pelvienne. Cette échographie, elle doit, je parle sous couvert de notre radiologue, être réalisée par voie suspubienne et endovaginale par un médecin de référence qui connaît l'endométriose et qui va permettre de préciser au mieux s'il y a des lésions d'endométriose. Cet examen n'est pas toujours réalisable et je pense notamment aux jeunes filles qui n'ont pas toujours de rapport, auquel cas on réalise l'échographie uniquement par voie suspubienne et dans ce cas-là, l'intérêt est essentiellement de diagnostiquer s'il y a la présence de kystes d'endométriose, des endométriomes, ou encore d'éliminer des diagnostics tels que des malformations des voies génitales ou un kyste ovarien organique. Et déjà, dans ce sens-là, cette échographie est essentielle. Mais
assez régulièrement, on va retrouver un compte-rendu d'échographie qui conclut échographie sans particularité ou échographie normale. Et on ne doit pas s'arrêter à cette conclusion pour la prise en charge de cette jeune fille ou cette jeune femme. Il va falloir continuer de la suivre et continuer de prendre en charge cette suspicion d'endométriose sur la base des symptômes qu'elle a évoqués, en fait. Et ça, c'est donc l'examen, la première étape. En cas de signes localisateurs d'endométriose, que sont les dyspareunies, les signes fonctionnels urinaires ou digestifs, ou encore en cas d'infertilité, on va plus facilement s'orienter vers un examen de deuxième intention, et je pense à l'IRM pelvienne, sans rentrer dans les détails. Alors effectivement, il y a des recommandations qui ont été mises par la Haute Autorité de Santé, et puis il y a la pratique courante, il y a la patiente en face de nous avec sa demande, avec ses symptômes, et parfois on va pousser un peu plus les investigations. Pourquoi également? Parce que on sait que plus tôt le diagnostic est fait, et plus tôt on va pouvoir l'encadrer également dans son projet de fertilité éventuellement, et en cas de kyste d'endométriose par exemple, il va être important d'évoquer, enfin en cas d'endométriose tout court, il va être important d'évoquer la problématique éventuelle de la fertilité, et donc la possibilité éventuelle d'une préservation de la fertilité. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier tableau. Comment le résumer? Que retenir de tout ce qui vient d'être dit sur cette première consultation? D'abord qu'un grand nombre de personnes sont susceptibles de pouvoir entendre la plainte d'une femme qui deviendra éventuellement une patiente. Qu'à ce moment-là, il faut être extrêmement attentif, avoir une qualité d'écoute importante. Colline Corticato a dit surtout ne pas considérer que c'était dans la tête, ne pas considérer qu'il y avait là quelque illusion. C'est un fait tel que dit par la patiente. Premier point. Questionnement également, un questionnement approfondi, très précis, très long. Il y a aussi une holistique de la patiente, c'est son entourage qu'il va falloir également inspecter, mais aussi toute son histoire. La douleur doit surtout attirer l'attention du professionnel de santé, avec la localisation de la douleur, l'intensité, la fréquence, la durée. Et puis enfin, l'urgence. L'urgence est donnée précisément au premier combat contre la douleur. Merci beaucoup, mesdames. Passons, si vous le voulez bien, au deuxième tableau. Parce que le docteur Thomas vient de nous dire, évidemment, je vais orienter ma patiente, et je vais l'orienter plutôt maintenant vers l'imagerie médicale. Je suis en recherche d'un diagnostic. Voilà où nous en sommes, au moment où nous commençons le deuxième tableau. Partons donc chez une radiologue, Dr Anne-Élodie Bilicher-Balaïch. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous exercez à l'Institut Femmes Endométriose, IMPC Bachaumont, et cela fait 20 ans d'ailleurs que vous travaillez au sein d'une équipe spécialisée dans cette maladie. Après quel parcours la patiente pousse-t-elle la porte de votre cabinet de radiologie? Alors en fait, ça dépend des patientes. Certaines viennent, elles ont été vues par le médecin généraliste qui a pensé au diagnostic et donc qui nous l'adresse directement. D'autres viennent par des sages-femmes par lesquelles elles sont suivies. D'autres sont orientées d'emblée par le chirurgien qui veut un bilan précis des lésions. Donc ça dépend un petit peu. Le type de patiente qui consulte souvent est un petit peu hétérogène, mais quand elle vient chez nous, elle vient dans l'idée d'avoir en tout cas un diagnostic un peu d'expertise, c'est un bien grand mot, mais de gens qui ont l'habitude un petit peu de cette pathologie. Donc ça, c'est une première chose. La plupart du temps, effectivement, comme le disait Anne, elles sont orientées pour une échographie, puisque ça reste le premier examen qu'il faut faire de référence, qui est limité, bien sûr, chez les jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapport, puisque le diagnostic d'endométriose n'est pertinent que si l'on peut passer par voie endovaginale.
Si on ne fait que par voie suspubienne, on ne pourra pas aller voir des localisations anatomiques qui sont intéressées par l'endométriose. Donc, effectivement, cette échographie, si elle est limitée par voie suspubienne, ce sera pour faire des diagnostics différentiels et c'est déjà une première étape. Et puis après, dans un deuxième temps, en fonction des patientes et de la demande des cliniciens, on complétera effectivement par une IRM, qui est une imagerie en coupe, un petit peu plus compliquée, mais qui ne nécessite pas de passage endovaginal. Autrement dit, les moyens diagnostiques d'imagerie que vous allez déployer dépendent des patientes et dépendent des formes d'endométriose ? C'est un petit peu ça. L'idée, c'est elle dépend des formes d'endométriose, quoique quand on commence un examen radiologique, on va chercher toutes les formes d'endométriose, c'est-à-dire la forme superficielle ou la forme plus invasive. Après, on adaptera nos techniques effectivement en fonction des patientes aussi. C'est surtout que le parcours de soins de la patiente sera guidé aussi par le clinicien, sa prise en charge. Une patiente qui va être opérée, ce sera difficile de se passer d'une IRM, qui est quand même l'examen qui va faire référence pour un bilan, par exemple, pré-chirurgical. Si elle est suivie médicalement, on n'ira pas forcément vers une IRM. Est-ce que ces premiers examens permettent-ils toujours un diagnostic clair ? Alors c'est toute la question, c'est que le diagnostic d'endométriose n'est pas si binaire que l'on peut le croire, et c'est souvent un peu la déception des patientes d'ailleurs. C'est-à-dire que, grosso modo, si on peut résumer, on a 3 types de situations. Une situation où le diagnostic d'endométriose sera clair et net avec des lésions objectivables, mesurables, etc. Et donc un compte-rendu très net avec une pertinence diagnostique très importante, proche des 100%. Et puis on va avoir une situation intermédiaire où on aura des signes évocateurs d'endométriose sans qu'on puisse vraiment être sûr avec une pertinence diagnostique très importante. Donc c'est les formes intermédiaires, on va dire, de diagnostic. Et puis les formes où on ne voit pas ces lésions d'endométriose, qui n'exclut pas une endométriose superficielle, donc une endométriose tout à fait petite qu'on ne voit pas à l'imagerie. Et puis la situation effectivement où il n'y a pas du tout effectivement d'endométriose visualisée, et donc il n'en reste pas moins que les douleurs sont bien réelles. Lorsque vous avez en face de vous la patiente, vous avez dit tout à l'heure, et c'était une toute petite phrase, mais que vous avez dit rapidement, il s'agit que la pratique de ce diagnostic par imagerie médicale soit réalisée par une personne expérimentée. Ça veut dire quoi ? Tout le monde n'est pas susceptible d'aller jusqu'au bout de l'examen ou de donner l'examen vraiment précis ? Alors c'est ça Il faut une grande pratique. C'est ça qui est assez compliqué aussi pour les patientes à comprendre, c'est qu'elles ont l'impression qu'elles vont dans un laboratoire et qu'on va leur donner, tous les gens sont pertinents pour faire le diagnostic. Et effectivement, c'est une pathologie qui est un peu complexe, qui nécessite un apprentissage progressif, avec notamment une courbe d'apprentissage qui n'est pas si facile. La HAS disait à peu près qu'il faut 40 examens pour arriver à effectivement diagnostiquer de manière un peu fiable l'endométriose, avec quelqu'un qui vous apprend, qui vous chaperonne un peu et qui relie avec vous les examens. Donc ça nécessite un certain investissement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je le poursuis. Docteur Sofiane Bandivella, merci beaucoup d'être avec nous. C'est à vous. Gynécologue, obstétricien, chirurgien, hôpital Tenon. Qu'attendez-vous de l'imagerie de votre point de vue ? De mon point de vue, je dirais que la place, elle est centrale et elle est majeure. Elle est majeure parce qu'elle s'inscrit à différents temps de la prise en charge de la patiente. On a pu le voir au cours des premiers témoignages, notamment le témoignage de Laurie, c'est que le rôle de l'imagerie initialement, au tout début des symptômes, finalement s'intègre dans la question du diagnostic. Y a-t-il une endométriose, oui, non. Et puis, vous pouvez avoir des patientes qui vont s'inscrire dans un parcours de suivi de cette maladie et le rôle de l'imagerie à ce moment-là devient effectivement pertinent parce que ça va vous permettre de voir avec le temps s'il y a des modifications, si ces modifications sont corrélées à l'évolution de la maladie chez cette patiente, à l'évolution de ses symptômes. Un troisième point important, c'est notamment 2 moments clés quand vous êtes amené à opérer une patiente, et donc là, le rôle est majeur, puisque l'imagerie va vous permettre de cartographier la maladie, identifier les zones lésionnelles, et de ces zones lésionnelles, vous allez en tirer une information, notamment sur les actes chirurgicaux que vous réaliserez, et surtout l'information que vous allez délivrer à la patiente, et donc du coup les suites attendues de cette chirurgie. Donc on voit bien que cette imagerie, et notamment la pertinence de l'équipe qui la réalise, ou du radiologue qui vous fournit le compte-rendu, elle est fondamentale, puisque vous pouvez parfois avoir des
concordance majeure entre le clinicien, le radiologue, et dans ce cas-là, c'est la situation la plus simple, et parfois vous avez des discordances. Et ces discordances, finalement, doivent être étayées pour essayer d'aller au mieux dans l'information. Ça, c'est pour toute la partie suivi de la douleur et suivi du parcours de soins. Et vous avez un autre pan qui est également très important pour ces patientes, c'est la question de la fertilité. Anne a pu évoquer que, effectivement, au départ, le maître symptôme, c'est la douleur. Mais beaucoup de ces patientes, ou en tout cas une partie d'entre elles, vont et peuvent éprouver un parcours de difficulté à la conception qui va nous amener à réaliser des examens, et l'imagerie, là, elle est fondamentale. Elle va vous permettre dans un premier temps, par exemple, d'identifier les kystes très tôt, très vite, de pouvoir les orienter vers une préservation de la fertilité. Ça, c'est un changement majeur, et ça doit être finalement un des points majeurs d'amélioration dans notre prise en charge quotidienne des très jeunes femmes, notamment dans l'information qu'on va leur délivrer, la préservation qu'on va pouvoir mettre en place. Et puis vous avez les patientes que vous allez devoir prendre en charge pour une infertilité, réaliser peut-être des actes chirurgicaux, avoir une information relative à ça. Les trompes sont-elles fonctionnelles? En tout cas, sont-elles pathologiques ou non? Devons-nous faire des gestes associés? Voilà pourquoi l'imagerie est fondamentale. Les professionnels de santé, mais le grand public, moi-même d'ailleurs, on a appris qu'il y avait un test salivaire qui serait bientôt mis sur le marché et qui, à coup sûr, en tous les cas, c'est ce que j'ai entendu, vous allez me reprendre, mais qui, à coup sûr, diagnostique l'endométriose. Vous-même, vous avez, entre autres, participé à l'équipe qui a élaboré ce test en question. Dites-nous, quel est son intérêt ? L'intérêt, il est fondamental. Il répond de façon très simple à une question qui est très compliquée, celle du diagnostic. Et il vise finalement en corollaire à répondre à l'errance diagnostique dont on a pu voir que finalement c'était source de conséquences dans la vie sociale des patients, dans la vie personnelle des patients, dans la vie professionnelle. Imaginez que cette errance qui est quantifiée selon les pays, selon les endroits, entre 8 et 10 ans, vous avez pendant 10 ans votre vie qui peut être figée autour de la recherche de ce diagnostic. Et c'est bien là le cœur de ce test salivaire. Donc il répond à l'errance du diagnostic. Alors c'est un test salivaire. Que recèle donc la salive de votre patiente qui vous permettent, ou qui permettent en tous les cas, à ce test pratiquement de déceler la maladie? C'est là que les choses sont assez incroyables en réalité. Ce test salivaire combine vraiment ce qu'on appelle deux technologies émergentes. La première qui est la recherche de micro-ARN dans la salive. Nous avons tous dans notre salive des petites molécules qui vont permettre de représenter, de cartographier, d'identifier des pathologies. Et pour l'endométriose, ce sont des choses que l'on connaît depuis une dizaine d'années. Nous avons dans le cadre de ce test identifié ces petites molécules que nous avons combinées, associés pour coller au plus près du spectre de la maladie et du phénotype de la maladie pour apporter la question qui finalement est centrale pour la prise en charge de cette patiente, celle du diagnostic. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Merci à vous. Que retenir de ce deuxième tableau? Eh bien tout d'abord que l'imagerie est actuellement le golden standard du diagnostic de la maladie, mais évidemment à une condition, c'est que le radiologue soit plus que professionnelle, c'est-à-dire expérimentée et ait été conduite jusqu'au moment où il y a un certain nombre de subtilités, de détails et d'expérimentations qu'elle parvient à conduire auprès d'une patiente dans la recherche de l'endométriose. On commence toujours par l'échographie. L'IRM vient, mais selon les formes d'endométriose suspectées. Et puis, il y a deux risques. Si jamais, là où le radiologue n'est pas bien formé, n'est pas bien expérimenté, le premier risque, c'est tout simplement le faux positif alarmant, qui vient faire peser sur la patiente des inquiétudes profondes. Il y a aussi le faux négatif à risque, où là, il risque d'y avoir effectivement une prise en charge qui n'est pas faite, un accompagnement en tous les cas qui n'est pas fait. Deuxième point, l'imagerie a une autre application importante, notamment dans la chirurgie, pour la localisation des atteintes, mais également pour le diagnostic des formes d'endométriose. Et puis, un tout nouveau test salivaire, non invasif, attention, il permet simplement de répondre à des besoins qui ne sont pas encore remplis par l'imagerie médicale. Il intervient simplement en amont du diagnostic et simplement aussi en complément de celui-ci. Voilà donc où nous en sommes au moment où nous allons aborder le troisième tableau. Troisième tableau, et notre patiente est au point pratiquement critique, c'est-à-dire y a-t-il ou non un diagnostic confirmé? On peut voir les deux hypothèses, confirmation du diagnostic, infirmation du diagnostic. Si l'endométriose est infirmée, premier cas, que fait-on? Anne-Élodie Milcher-Balaïch, radiologue, je le rappelle,
Vous poursuivez à ce moment-là vos investigations ou bien vous orientez votre patiente? Que faites-vous? Alors si le bilan que j'ai mené, échographie et IRM, est négatif, je vais prendre le temps de discuter à la patiente et de lui expliquer ce résultat négatif, de lui parler aussi des limites techniques de notre examen, qui peut parfois, ce que je le disais, ne pas visualiser des petites formes d'endométriose superficielle. Et surtout, je vais écouter sa douleur et lui dire qu'il y a plein d'autres causes de douleurs pelviennes, de dysménorrhée qui ne sont pas de l'endométriose et que l'essentiel, c'est que ces douleurs soient prises en charge. Et je la réfère aux soignants experts dans ce contexte, pour ne pas qu'elle soit abandonnée. Merci beaucoup. Ce que je retiens dans votre propos, c'est la douleur. Là, on focalise sur la douleur, c'est bien cela, hein? Et maintenant, deuxième hypothèse, nous avons confirmation du diagnostic. Comment suivre à ce moment-là la patiente quand l'adresser à un autre praticien et lequel, bien sûr, et pour quel motif? Frédérique Perrotte, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sage-femme, vous êtes coordinatrice de Raisando, entre autres. C'est un réseau ville-hôpital. Il forme les professionnels. Il aide également à l'orientation des femmes avec un annuaire de professionnels. Qui peut suivre la patiente de votre point de vue? Un médecin généraliste, un gynécologue, une sage-femme peut suivre la patiente dès le début. Il faut être au minimum sensibilisé, voire formé au repérage de cette maladie. Il faut écouter avec bienveillance les symptômes douloureux, on l'a dit tout au long de cette soirée. Et puis, si besoin, savoir orienter. Le suivi peut se faire finalement en ville, une fois la situation stabilisée, avec l'ensemble des professionnels qui va pouvoir accompagner cette patiente en fonction de ses besoins et de ses attentes. Cela va comprendre la diététique, l'ostéopathie, le kiné, la sophrologie, la sexologie. Vous voyez, c'est extrêmement large. On n'est jamais tout seul pour accompagner les personnes atteintes d'endométriose, car certaines situations sont finalement très complexes. Alors, il y a des filières qui se sont organisées. Quel est le rôle de ces filières, notamment Endo-Sud d'ailleurs, Endo-Sud Île-de-France, vous en êtes la coordinatrice. Y a-t-il un intérêt réel à ces filières? Bien sûr, il y a un intérêt réel à la fois pour les professionnels et aussi pour les personnes. Bien sûr, Raisando qui a sans doute participer au modèle, en tout cas pour penser les filières en Île-de-France, montre bien que de se mettre ensemble autour de la table, c'est peut-être plus compliqué à démarrer, mais en tout cas, on va beaucoup plus loin tous ensemble. Sur le territoire national, il y a d'autres réseaux, d'autres filières qui sont déjà en place. Nouvelle-Aquitaine, Endo-Brésil en Bretagne, vous avez aussi la Franche-Comté, la Normandie va démarrer, la région PACA va démarrer, j'en ai oublié une, Bourgogne. Je reprends mes notes, la Bourgogne, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit la Bourgogne. Non, on est membre, Andorra qui a commencé aussi. Sur l'Île-de-France, c'est 4 filières qui sont en train de naître, qui vont avoir comme but de mailler le territoire de l'Île-de-France pour que les patientes puissent trouver les professionnels de proximité formés, mais que les professionnels de santé puissent aussi savoir orienter une deuxième strate avec des soins de recours et une troisième strate avec des soins experts. Et quand vous avez un avis chirurgical à demander, en tout cas, vous ne pouvez pas le faire sans passer par des réunions de concertation pluridisciplinaire. On sent dans vos propos votre conviction. Est-ce que tous les professionnels de santé adhèrent à ces filières? On leur demande, on le souhaite en tout cas, on fait tout pour. Après, sur les modalités d'adhésion, c'est un peu plus complexe au jour d'aujourd'hui, puisque finalement toutes les filières ne sont pas encore en marche et que les modalités d'adhésion peuvent être différentes selon les filières. Donc ce qu'il faut dire aux professionnels, c'est de se rapprocher de la coordination de chaque filière, parce que les rôles des filières, ça va être de former les professionnels qui vont en avoir besoin, comment je repère et vers qui j'oriente si j'ai besoin. Ça va être de travailler sur la recherche sur l'endométriose tous ensemble, et donc on va aller beaucoup plus loin comme ça. Ça va être aussi de faire des annuaires de professionnels qui vont être formés pour, comme je vous ai expliqué, que les patientes et les professionnels trouvent le meilleur professionnel au bon moment, au bon endroit. Merci beaucoup pour votre témoignage. Christine Évêque, je reviens avec vous un instant sur la douleur. Nous sommes maintenant dans le 3e tableau, c'est-à-dire que on suit la patiente. La douleur, ici, y a-t-il un rôle que la patiente doit jouer elle-même dans sa pathologie? Première question. Deuxième question, sur la douleur, comment l'accompagnez-vous sur la durée? Donc, la patiente a un rôle très important dans sa maladie et la douleur, et donc elle peut devenir actrice en fait de sa maladie. Et donc c'est d'où la naissance en fait des programmes d'éducation thérapeutique. Ces programmes d'éducation thérapeutique, ils ont pour objectif d'information
donc de la patiente, de la physiopathologie de la maladie, des mécanismes de la douleur. Ça leur permet aussi de les outiller, c'est-à-dire de connaître un petit peu toutes les thérapies complémentaires qui peuvent exister pour les accompagner au quotidien. Et ça va permettre aussi de limiter ce qu'on appelle les fausses croyances. Donc les fausses croyances qui vont les empêcher d'adhérer au traitement, à la prise en charge, à la relation de confiance. Et donc en fait, ça va faire partie en fait d'un programme d'autonomisation du patient pour qu'il puisse en fait au quotidien s'accompagner aussi lui-même. Merci beaucoup, Sofiane Bendifela. Je rappelle, gynécologue obstétricien, chirurgien. Quelle est la place de la chirurgie dans le traitement de l'endométriose ? Pour commencer, c'est vrai que pour un chirurgien, j'ai commencé par dire que finalement, elle doit être exceptionnelle, ou en tout cas rester l'exception. Mais une fois que nous avons souligné ce point d'exception, il faut aussi rappeler que parfois elle peut être une nécessité. On va globalement schématiser 3 principales situations. Une première où vous avez d'emblée, comme on l'a dit au départ, à l'imagerie, ce qu'on appelle des signes de gravité. Vous avez une endométriose tellement évoluée que vous avez des signes de compression sur les voies urinaires, par exemple, ou des signes d'obstruction de l'intestin. Et auquel cas, dans ce cas-là, la chirurgie est une quasi-obligation. Vous avez une deuxième option où vous vous inscrivez dans un parcours de fertilité ou de préservation de fertilité, et auquel cas, parfois, le rôle de la chirurgie peut être nécessaire pour faciliter les choses, et notamment faciliter la fécondation in vitro, qui reste la référence sur le sujet. Sur cette question de la chirurgie, bien qu'on dise que l'exception doit être la règle, il y a une fameuse discussion qui est celle de la balance bénéfice-risque. On sait bien que le bénéfice démontré pour la douleur est connu. En conséquence, en cas d'échec des thérapeutiques dont nous avons largement discuté, mais il y a un bénéfice sur cette douleur connue, un bénéfice sur la fertilité également connu, mais le corollaire, c'est le risque chirurgical. Et ce risque chirurgical doit être bien pondéré, bien expliqué aux patientes, et c'est là qu'on revient sur la fameuse discussion du départ du rôle de l'imagerie, puisque finalement, c'est là qu'elle s'inscrit pour bien expliquer aux patientes ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut en attendre, et puis les suites attendues. Merci beaucoup. Que retenir de ce 3e tableau ? Tout d'abord que c'est une maladie complexe que l'endométriose, elle est multiforme et vous l'avez bien compris, elle est violemment douloureuse. Importance du coup d'une multidisciplinarité d'accompagnement. Cela a été répété plusieurs fois. Vous n'êtes pas seul. Surtout que plusieurs praticiens, plusieurs connaisseurs de la chose soient sur place et puissent accompagner la patiente. Intérêt également de la mise en place de filières régionales incluant centres experts et professionnels de santé de ville. Les patientes également doivent être actrices de leur propre maladie. Et puis il y a un changement de paradigme. On opère vraiment en dernier recours. Voilà ce qui a été dit. Vous avez posé beaucoup de questions. Alors si vous voulez bien, nous allons en sélectionner quelques-unes. Que va-t-il advenir de toutes celles et ceux qui parmi vous ont posé des questions et auxquelles nous n'allons pas répondre ce soir ? Sachez que toutes les réponses vous seront communiquées dans les podcasts que vous pourrez suivre sur le site de la Fondation pour l'endométriose. Allons-y, si vous le voulez bien, sur quelques questions qui ont été sélectionnées.